l'impact ou l'effet sur le GDP. Donc, on a encore un grand nombre de populations qui est toujours au niveau de la pauvreté. Donc, il y a quelques procédures de gouvernance. On se concentre sur l'intégrité politique, aussi sur les risques. Aussi sur la corruption et les institutions qui sont créées pour adresser cela et avec aussi des efforts comme nouvel indicateur, la multigouvernance. Donc, l'effet n'était pas si profond puisque l'indice précédent on était concentré sur l'environnement et donc on a dû mélanger ou refaire un peu et avec plus de concentration sur les résultats de l'effet du nouveau indice. Et aussi l'agenda aussi que ça a inclus aussi les secteurs privés, puisque la ECG a inclus qu'on peut créer un raccourci qui nous lie avec les secteurs privés pour nous aider à élaborer. On a aussi on a pris en considération aussi l'obligation de s'aligner avec les obligations de SDG. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour achever cela? Donc, on a, avec cette vision de l'indice de savoir, est-ce qu'à un point, on peut se concentrer sur l'exécution, ce que la connaissance requiert. Et on a aussi, comme le changement les changements climatiques, aussi, aussi tous les accords qui ont été mis en place ou signés en matière de faire face au changement climatique. Donc, il y avait bien aussi des sujets qui étaient sous-représentés dans l'indice. Et ce qu'on fait, qu'on a renouvelé cet indice qui date depuis quatre années et qui couvre 6 domaines de domaines. Et aussi, on a un tableau de mesures sur plusieurs aspects. Le deuxième accélérateur pour cet indice. On a créé un deuxième accélérateur. Est-ce qu'on dit que dans cet indice cet indice qui est bien fait et qui inclut davantage de données de plusieurs autres sources comme le Bureau de statistiques nationaux. Et ce qui est important est que vous allez prendre soin de l'effet sûr dans votre pays et dans d'autres pays aussi. Et sur l'aspect social, j'aimerais me concentrer sur le deuxième, aussi sur les risques sociaux. C'est une chose importante quand vous avez une interaction entre le secteur privé et les entités de la gouvernance et les entités internationales. On doit avoir on va penser à comment pouvoir mesurer et évaluer les risques sociaux. C'est un nouveau concept. Il faut avoir une révision, une perspective holistique, puisqu'il y a bien des variations d'un changement qui se sont déroulées dans le secteur privé. Il faut s'assurer qu'il y a le bon mécanisme pour pouvoir adresser ces variations. Donc aussi en matière des réglementations et sur le niveau fiscal et ce qui se passe au niveau du secteur privé. Donc il faut s'assurer que toutes ces sources et tous différents types de populations sont inclus. Et c'est très important puisque l'adaptation au niveau social est devenue est devenu un problème plus grand ou un souci plus grand que le souci environnemental. Donc, le cercle vertueux de savoir. On a identifié 5 piliers qu'on a déjà, et on a ajouté un sixième pilier qui est le pilier de la SDG. Merci bien que le ESG, merci pour cet aperçu de l'indice mondial du savoir et qui va au-delà de la GDP ou la PIB. Donc, Monsieur Silva est un économiste, est aussi un
un analyste de politique publique qui a travaillé avec Aramco et la OECD. Donc, Sylvain est un expert dans les dynamiques du marché du travail, aussi de la transition d'énergie, et il a aussi donné des conseils stratégiques sur comment les pouvoirs mondiaux peut changer ou affecter la demande sur les compétences. Mais vous êtes le bienvenu, Monsieur Sylvain. Donc, on va commencer avec la première question avec vous. On parle tous de l'intelligence artificielle et de l'automation qui remplace les tâches régulières quotidiennes. Comment on peut mettre la main-d'œuvre au cœur de son changement? Merci pour m'avoir donné cette opportunité de présenter aujourd'hui. Et il y a bien des discussions qui ont pris place avec l'effet de l'intelligence artificielle. Et il y a bien des soucis qui sont émergés comme en résultat de tous ces comment, je ne sais pas comment s'adapter avec cette nouvelle réalité, mais ce n'est pas nouveau, puisque en dépit il y a bien d'autres sources de soucis en matière de la substitution, et c'est un peu ce qui et ça se ça et ça tourne autour du sujet qui est le souci d'être remplacé par des robots ou par la perte des opportunités de travail ou des emplois. Donc, mais ce qui se passe maintenant aux États-Unis. Il ne nous donne pas beaucoup de leçons. Il y a cette confusion en matière de pouvoir faire des conclusions sur ce qui se passe sur le marché du travail, mais ce qu'on connaît ou ce qu'on a reconnu des concepts qui ont été introduits, dont on a mentionné déjà, et ce qu'on a vu dans le passé, non seulement dans les dernières 200 années où on a introduit des nouvelles schéma, podomètre, régime qui a dit que 80% de nos emplois seront automatisés durant la prochaine décennie. Rien de cela ne s'est passé puisque les marchés de travail est dynamique, ça change continuellement, et la notion que Daniela a mentionné et que je crois que ce qui est clé est ici où c'est l'adaptation et la résilience, ce sont les mots-clés. Et ce que je voulais sur lesquels voilà, et je veux en parler sur des points. Je crois que l'automation peut-être va se concentrer sur les tâches et non pas l'emploi. Je crois que ce qui se passe en matière de substitution, puisqu'il y a cette dynamique changeante, il y aura toujours de nouvelles tâches. Ce que l'on doit se concentrer, je crois que ce qu'on doit se concentrer sur est la complémentarité et non pas la substitution. On a dû faire une étude l'année dernière et on a demandé aux gens quelles sont les réactions à ce changement et quelle est leur stratégie pour progresser. Donc, je crois que les gens sont résilients, ils ont dit qu'ils ont la capacité de surmonter ces changements, et on a reçu beaucoup de bons messages à travers cette étude. Je crois que l'approche que les gens vont adopter, ça se base sur la proactivité. Donc, il y a bien des gens qui ont pris les choses en main et ils sont devenus responsables de leur vie et qui ont acquis beaucoup de compétences pour subsister ou pour maintenir leur place dans le marché du travail. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas un risque à l'emploi nécessairement, mais il y a des gens qui acquièrent des compétences, mais il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en matière de l'intelligence artificielle pour pouvoir donc travailler à travailler avec l'intelligence artificielle et pour pouvoir s'adapter dans ce nouvel marché de travail. Donc, comme depuis 2012, j'ai dit qu'il y a plus d'importance accordée à la compétence cognitive, et ça croît et ça augmente. Il faut prendre cela en considération. Donc, pour être honnête, l'intelligence artificielle, ça va créer
une forme augmentée, plus augmentée du capital humain et les gens vont avoir la possibilité d'utiliser davantage les technologies et peut-être faire plus de tâches avec plus d'efficacité. Ça va augmenter ça aussi va accélérer cette transition et la rendre plus efficace peut-être. Et ça va aussi apporter une résilience, mais aussi dans l'emploi, mais aussi dans l'organisation et ça aide aussi de l'innovation. Donc, je vais m'arrêter puisque pour ne pas beaucoup prendre davantage de temps, on peut plus tard peut-être parler plus de cela. Votre concentration sur le facteur humain est très important. Maintenant, on passe à un autre troisième interlocuteur que je peux dire est un citoyen mondial. Il était partout en Malaisie, aux États-Unis et en Angleterre. Mr. Christopher Clegg est un conseiller indépendant au gouvernement et aux sociétés internationales. Il est il est un stratégiste, un rechercheur et un chercheur. Donc, il va nous parler du marché ou du commerce illégal et aussi des accords de commerce. Il a créé ou il a co-créé des recherches et des programmes qui incluent aussi sur le commerce global et mondial et légal et aussi le commerce et la transition et aussi l'index des cités des cités sécurisées. Donc maintenant et sûr, maintenant face à cette transition et avec tous les changements vers et cette stabilité écologique. Quelle est la nouvelle définition de la compétitivité qui a des effets sur la chaîne de fourniture de provision mondiale? Je parle en mon nom personnel et je ne parle pas, donc je parle donc, mais les idées que je vais présenter et les visions sont les miennes et ne représentent pas les associations internationales avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, et je crois qu'il y a deux éventails pour votre question. Aussi la stabilité environnementale et écologique et aussi le changement économique. Donc, en matière de stabilité, ça a commencé depuis quelques années. Il y a de plus en plus une dépendance sur les énergies renouvelables et donc, mais ça a créé des opportunités aussi pour certains pays qui y auraient qui auraient été euh, prises par les problèmes de la changement de leur chaîne de provision, comme par exemple la Malaisie qui a émis qui a promulgué sa propre, élaboré sa propre stratégie de transition. La compétitivité est un problème mondial maintenant et qui attire plus d'attention puisque plusieurs blocs et plusieurs pays tournent ou passent plus de stratégies économiques comme l'un des nommés professeurs qui a rédigé un papier avec l'IMF et sur les politiques industrielles qui se métamorphosent puisque les politiques industrielles qui ont changé en matière de subsides, des donations gouvernementaux et sont tous ces nouvelles ont été d'importance prioritaire durant les 10 dernières années. Donc, et tous ont été changés en faveur de la compétitivité. Je crois que le commerce était toujours l'un des avenues de transfert du savoir. Maintenant, Tremser joue un rôle
essentiel dans cette direction. Aussi, la production est devenue un domaine du savoir et aussi une dimension intégrale de ce changement. Si la croissance devient de plus en plus individuelle, ce transfert peut-être va ralentir puisque l'un de la croissance économique, on a cet indice ou ces critères qui mesurent les index de l'accélération de la croissance et aussi du savoir. On croit que ça va être affecté puisque aussi la compétitivité industrielle est devenue à la une comme un problème, une dimension dont on doit débattre et parler. C'est une grande question. Quels sont les défis envers le savoir et l'économie de la connaissance, non seulement en matière, au niveau des local, mais aussi au niveau international? S'il vous plaît, parlez-nous au niveau mondial, international, puis aussi à défis local. Je crois qu'en Angleterre, il y a bien des points à parler. On a déjà mené un dialogue très intéressant en matière de la transition et les défis et les bases de données des dernières statistiques disent qu'on est en train de construire ce qu'a fait en matière au niveau de ALO. Donc, et à l'UNDP aussi, on a la PNUD, ils ont aussi créé un index qui mesure les pressions planétaires, la disparité des sexes, et l'inégalité. On se base aussi sur ce qui se passe sur le gouvernement avec les SDGs, aussi quelles sont les négociations qui sont tenues. Donc, on a examiné la majorité des données ou la plupart des données qu'on a aussi, on a utilisé des proxys. Mais j'ai une question. Pourquoi où est le savoir, où sont les connaissances? Pourquoi utiliser ces proxys ou ces indicateurs pour pouvoir faire une évaluation et une mesure? Donc, voilà une mesure qu'il faut, et donc elle est à adopter. Donc, les mesures, les renseignements sont les mesures effectives de ce que considèrent les autres que ne sont pas des critères, mais un peu voilà la portée de ce que nous avons, ce que nous fait jusqu'à présent. On va passer de nouveau à Monsieur Sylvain. Une autre question essentielle, quels sont des défis au niveau de l'éducation et comme un secteur tiers? Est-ce qu'on a besoin de la gouvernance pour mesurer l'effet des savoirs cognitifs et pour voir les compétences techniques dont vous avez mentionné? Je crois qu'il y a des changements. Je crois que les meilleurs tools, les meilleurs moyens dont on peut s'équiper pour faire face à ces changements et à cette volatilité, j'ai déjà parlé de la stratégie et du questionnaire dont on a fait. Il faut comprendre que l'apprentissage à vie est une stratégie clé pour pouvoir faire face à ces changements. Mais ce qu'on doit apprendre est que les gens les plus compétents ou les plus éduqués sont essentiels, mais quand on parle d'inclusivité, il faut prendre tous ces types de gens. Ce type ce sont des notions qu'il faut toujours mettre en considération. Donc, il faut conserver, qu'il faut sensibiliser les gens sur cela. Et quand on parle avec ces gens, on leur demande sur les obstacles, ils expliquaient l'existence de ces obstacles que du côté financier, aussi le temps qui est un élément important. Si vous avez un travail, il y a des cas où vous devez avoir des tâches multiples. Si vous êtes
vous avez travaillé dans un emploi où le temps est très important et vous devez faire vous avez plusieurs fonctions. Donc, vous devez créer ce mécanisme pour voir si je travaille les compétences en Singapour, peut-être les compétences sont de première importance si jamais l'existence de compétences est un critère, est une exigence si jamais vous allez donner des donations ou des prêts à des gens qui veulent ouvrir ou faire des affaires en Singapour. C'est différent dans d'autres pays. Donc, aussi pour prendre la meilleure décision sur quelles compétences il faut avoir. Vous avez besoin de bonnes informations sur le marché et quels sont les secteurs qui s'accroît. Donc, il y a un rôle pour le gouvernement en fournissant plus d'informations. Et dans des cas, l'Australie fait un bon travail sur certaines sur ce niveau où les gouvernements, où il y a parfois besoin, on a besoin de plusieurs de renseignements pour pouvoir prendre des bonnes décisions et les meilleures décisions. Donc, on a déjà parlé aussi sur la résilience où les gens prennent l'initiative d'accumuler plus ou d'acquérir de nouvelles atouts, de nouvelles compétences. C'est important pour assurer leur existence dans le marché du travail. Mais actuellement, en même temps, il y a aussi des contradictions. Alors qu'il y a des gens qui expriment qui ne sont pas satisfaits avec ou leur dissatisfaction avec le système d'éducation. Il y a d'autres qui expriment leur satisfaction avec la diversification et la ramification des spécialisations et de secteurs éducationnels. Donc, je crois que traditionnellement, les formes d'éducation sont importantes, mais il faut avoir une stratégie pour se concentrer comment complémenter ou supplémenter tous ces offres de nouvelles formes de qualification et cela met en jeu aussi un autre les nouvelles forces. Comment pouvoir accréditer toutes ces nouvelles qualifications puisque ce n'est pas disponible sur ce n'est pas reconnu par les marchés donc, cet apprentissage macro, on n'est pas sûr que le marché va récompenser ou va accepter ces nouvelles formes de micro-éducation. Et donc, la question d'accréditation et l'acceptation par le marché, et on va s'assurer que les employeurs accordent certaines valeurs à toutes ces nouvelles qualifications. Donc, il y a un rôle à la coordination et la facilitation donc, en engageant les employeurs, en qualifiant les compétences, les nouvelles compétences et en expliquant quelles sont les nouvelles, quel est l'avenir de ces nouvelles compétences. Et donc, il faut faire des changements au niveau des systèmes. Et je m'arrêterai à ce point. Donc, merci bien pour mettre en lumière sur ces points et pour avoir parlé de ce nouvel concept. On a tenu une table ronde aussi sur l'éducation. Monsieur Mohamed était là-bas. Il était concerné sur l'importance des systèmes d'éducation traditionnels, aussi de la pensée profonde. Et que l'apprentissage est à vie. Et si jamais vous n'avez s'il n'y avait pas cette passion pour l'apprentissage à vie, rien ne va changer. Donc, aussi d'avoir des informations sur l'emploi. Je crois que les gouvernements doivent
apporter le soutien. Merci pour ces conclusions. Maintenant, je passe à Chris pour avoir une économie qui est basée sur la productivité. Et aussi, ça dépend de transfert de connaissances et de bâtir un écosystème. Quelles sont la gouvernance et le savoir et la data sont nécessaires? Quel type de renseignement et d'écosystème et quelle motivation et avoir un accès équitable à l'infrastructure numérique pour s'assurer que le savoir va générer des bénéfices aux pays en développement. Est-ce qu'on a toujours des mots ou des descriptions des pays comme étant en phase de développement? Comment inviter à bord ces nouveaux pays? Je pense que j'ai raté à répondre à votre première question. Laissez-moi revenir à l'arrière. On a vu la concurrence, durabilité et transition. Si vous regardez peut-être Chine ou d'autres pays dans la région qu'on connaît le mieux, ils ont un retard de vertu verte parce que Chine a fait toutes ses capacités solaires, énergie solaire. Est-ce que c'est une réduction des émissions carboniques? Peut-être. On va leur donner un peu de crédit. Mais si vous regardez les décideurs politiques, le solaire, ça peut réduire la dépendance sur des fossiles combustibles. Donc, le plus de capacité solaire et capacité éolienne qu'on peut créer, d'énergie éolienne, le moins de gaz naturel que nous aurons pour polluer l'atmosphère. Ça va prendre du temps, mais c'est lié avec la politique de concurrence. Un des facteurs principaux, qui est l'élément fondamental de l'IMF sur la politique industrielle, c'est la résilience des chaînes d'approvisionnement. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Au niveau de circulation des connaissances, ça a été mentionné à un moment précoce. Mon collègue de GKI, connaissance globale, indice de connaissance globale, pour les transferts de connaissances, ça se passe, qui s'est passé par Internet, et doit avoir un Internet ouvert et libre. Et ce qu'on voit depuis récemment, ça entre dans les domaines, on voit un Internet qui devient de plus en plus nationalisé sur des clouds bloqués. Donc les trois grands acteurs sont les États-Unis, Chine et l'Union européenne. Les trois pays qui ne se sont pas du tout d'accord sur les choses au niveau de régulation. Il y a un groupe de réflexion et un rapport sur la concurrence aux États-Unis. Ça a démontré comment le produit intérieur brut a ralenti parce qu'il y a transfert de connaissances à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Europe. Eux, ça a un effet sur le monde en développement. Donc, avec le monde en développement, que ce soit sud vers le nord ou nord vers le sud, dans le contexte de formation et EFT, les chaînes de valeur entrent dans les pays en développement et ça bouge vers les pays développés. Le point avec les pays en développement, ils vont devoir faire face à trois systèmes en concurrence, système de gouvernance en concurrence, les mécanismes en concurrence. Les États-Unis sera différent de l'Union européenne, ce sera différent de Chine, ce sera différent. Ça va rendre la tâche très compliquée. Même si ce sera plus difficile ou non. Il y a trois grands acteurs et je suis d'accord, ça rend la vie plus facile pour tout le monde. Si on réfléchit maintenant, Dr. Maniela, quelle politique, quels outils de développement comme les taxes verts sont les plus cruciaux pour gérer les risques de transition et qui vont être lignes directrices comme finance capital avec les actifs résilients, avec les projets de alignement de ESG, intégration de ESG. Il y a beaucoup d'outils différents. J'aimerais bien mettre l'accent sur deux grands sujets. Le financement, le monde climatique
On a tendance d'oublier le financement, un des plus grands cibles de l'accord de Paris. Donc on a le cible typique de 5,5 pour la température moyenne. C'est le cible, c'est l'aspect de mitigation. On a les cibles pour adaptation, résilience et je l'ai noté pour vous. Faire les flux financiers uniformes sur le chemin envers réduction de émissions carboniques. On a tendance d'oublier ceci. Moi, je travaille pour UNDP, Programme de développement de l'ONU, et c'est un projet en commun avec le gouvernement de Chili. On travaille sur la transition juste climatique. On avait une centaine d'actions qu'on a financées. J'ai vérifié toutes les ressources pour sources de financement au niveau global, au niveau mondial, en banque multilatérale. D'ailleurs, il y a des formats différents comme des crédits de taxes. Si en Chili, si je regarde en détail, 97% obligation de dépenses. Donc le gouverneur n'a pas exploité toutes les ressources potentielles qui étaient disponibles. Donc il faut faire un très très grand effort pour accumuler toutes ces ressources. Par exemple, il y a des mécanismes comme les marchés de carbone. Si vous avez vos émissions, vous pouvez faire un équilibre de vos émissions en finançant des programmes de développement. Un programme de forêt, par exemple. Plantes d'arbres dans les forêts, par exemple. On a résolu beaucoup de problèmes qu'on a. Un des indicateurs, c'est l'empreinte écologique. Les Émirats, les États-Unis sont au même niveau, au niveau de leur empreinte écologique. Ça prendrait 5% de développement pour avoir le même développement. Ça prendrait 2,7 heures pour avoir le même développement que Chili. C'est beaucoup de stress pour l'environnement. On a beaucoup d'outils, les outils existent, on a le financement, on nous manque les connaissances nécessaires. Si je passe aux gouvernances, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce que peut faire le gouvernement avec les organisations internationales, les banques multilatérales, pour travailler sur les meilleures pratiques, les dialogues politiques, les politiques basées sur les preuves. On a des bons exemples aussi. En Union européenne, il y a beaucoup de directives qui ont besoin d'enregistrement sur les risques et les impacts des sociétés vers l'environnement. Pour pluralité, avant c'était seulement les risques, maintenant c'est les risques avec les impacts. On reçoit les données de ceci, ça devient les meilleures pratiques. Peut-être il y aura des développements qu'on ne connaît pas, des développements d'autres pays. Cet aspect, à propos des choses qui se passent partout dans le monde, sont le facteur clé. J'espère que c'est... Going. Thank you for sharing your experience and especially. Merci beaucoup pour le partage d'expérience et les exemples de Chili. C'était très inspirant. J'ai vu Sylvain Côté, qui est notre monsieur spécial ici. Quel progrès on a fait en développement de connaissances? Comment est-ce que ça a traduit envers les marchés de travail, les résultats pour les marchés de travail international? Quels sont les progrès qu'on a fait à cet égard? Bon, en réalité, il y a eu beaucoup de développement de programmes et pour sensibiliser les gens à propos de l'environnement. C'est très clair dans les dernières décennies. À côté de l'approvisionnement, au côté de demande, c'est différent. Il y a beaucoup de restrictions. Ce qu'on trouve, on trouve que au niveau du sondage qu'on a fait l'année dernière, on a posé une question aux gens à propos du développement de leurs compétences. Quelles sont les forces globales qui avaient plus d'impact sur la décision, sur la stratégie? La première, c'était mondialisation. Après, c'était démographique
Il y a des pays qui ont des populations qui deviennent de plus en plus âgées rapidement. Il y a des secteurs en développement. Le troisième, c'était la technologie. Et le quatrième, c'était les changements climatiques. Donc, quelquefois, j'attendais à ce que une plus grande réponse au changement climatique des 14 pays qui ont été inclus dans le sondage. Le changement climatique était en dernière place. C'était le minimum de leurs soucis. Mondialisation, c'était le deuxième. Et l'impact de technologie, c'était un plus grand souci même. Donc, bon, on a tiré des conclusions intéressantes dans cette étude de recherche. Il y a beaucoup de discours à propos du changement climatique, du travail vert. Quand on regarde les quantités des emplois, le OCDE a dit que c'est seulement 3% des emplois qui sont mis en question. Donc il reste beaucoup de travail à faire. Évidemment, il y a beaucoup de débats à propos de comment mesurer. Les scientifiques aiment bien faire des débats à propos de mesures, de matrices. Il y a beaucoup de désaccords. Qu'est-ce que c'est qu'on doit mesurer? Qu'est-ce qu'on doit inclure? Qu'est-ce qu'on doit exclure? Si les entreprises et le gouvernement ne font pas grand-chose au niveau de l'environnement, les emplois ne vont pas suivre. Donc, à cet égard, c'est très important de faire du progrès pour que ça ait un impact positif sur les marchés de travail. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est triste que le changement climatique n'est même pas aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, même aujourd'hui. Dernièrement, on va abuser M. Chris de votre travail. J'ai remarqué beaucoup de travail sur les commerces illicites, sur les villes sécures, l'indice de villes sécures. Est-ce que vous pouvez parler de ce sujet? Je vais mettre l'accent sur les commerces illicites. Ce sera la chose la plus pertinente ici. Les deux ont mentionné, mes deux collègues à côté de moi ont mentionné la gouvernance. Dans beaucoup de régions et juridictions, il y a un problème. La gouvernance est un problème. Au lieu d'être cercle vertueux, c'est un cercle vicieux. Quand j'ai travaillé en commerce ou avec groupe économiste, il y a des pays qui ont des pires des environnements pour commerce illicite. Ils ont des institutions très faibles. C'est pas qu'ils accepter ceci, mais si vous prenez un pays comme Myanmar, ils n'ont pas les outils, les capacités d'institutions gouvernementales pour empêcher les commerces illicites, même s'ils voulaient le faire. Donc il y a des commerces immoraux, il y a la criminalité, il y a ce cercle vicieux pour de tels pays et ça devient impossible pour eux d'échapper. Donnez-moi une petite occasion, je peux connecter avec l'indice de connaissances pour commencer à voir, on commence à voir de plus en plus avec les politiques d'industrie, les contrôles des exploitations et les sanctions sur certains pays. On voit les gouvernements utilisent des tactiques qu'ils ont appris des réseaux de criminalité transnationale pour sécuriser les matériels dont ils ont besoin pour leur empêcher à sécuriser. Il y a quelques histoires qu'on a entendues. Bon, ce sont des anecdotes. Il y a des modélisations des processeurs ordinateurs avancés vers Chine. Et ça revient au concept de transfert de connaissances et politique industrielle et concurrence. Si vous regardez l'écart avec ce que les États-Unis ont fait avec les contrôles d'exploitation, c'est non seulement une question de contrôler l'exploitation des marchandises, ils contrôlent la fabrication des produits et la fabrication des produits dans les usines. Ça entend les processus de fabrication. Voilà pourquoi aux Pays-Bas, en Taïwan, Corée, les fabricants de parties électroniques, ils ont un problème de faire exportation de leurs produits vers Chine parce qu'ils ont une propriété intellectuelle qui a été créée aux États-Unis. Ils utilisent les connaissances qui ont été créées aux États-Unis. Il y a une relaxation un peu
à travers le temps, surtout avec le gouvernement actuel, parce qu'on ne peut rien prédire avec le gouvernement des États-Unis actuel. Chine n'est pas le seul exemple, il y a la Russie aussi, ils ont des choses soutenues par le gouvernement. Ils ont des moyens illicites de transporter leur pétrole. Et c'est aux deux côtés, au côté de demande et au côté de approvisionnement. Par exemple, avec l'Inde, il y a le approvisionnement et achat de pétrole entre Russie et Inde. Donc, les gens, avec recherche de connaissances, les gens vont chercher des moyens illicites s'ils peuvent le faire. C'est une connexion entre les deux idées. Commerce illicite international, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres, par exemple? La nature de commerce illicite, ça rend la tâche très difficile pour donner des chiffres, pour quantifier. Vous avez aux États-Unis les contrôles frontières, ils ont saisi des contrefaits, marchandises contrefaites de 5 milliards de dollars. On ne sait pas si c'est 5% de la totalité, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 20%. Le UNODC fait un très bon travail pour essayer de calculer, de quantifier le volume de commerce illicite, ce qui est une raison pourquoi on a construit l'indice au moment qu'on l'a fait. C'était pour mesurer les mesures de politique qu'on fait pour combattre le commerce illicite. On a des très bons travail on a fait des efforts pour l'empêcher. Mais c'est très difficile par son nature de le chiffrer. Il y a des estimations, mais c'est très difficile de savoir si c'est précis ou non. Vos aperçus sont fantastiques. Quelquefois, on peut apprendre, tirer des leçons de commerce illicite. On peut tirer des leçons pour apprendre quelque chose pour le vrai commerce honnête, légal. Docteur Alia, pouvez nous donner un aperçu, une dernière remarque, un point clair à retenir, Dr. Daniela? Il n'y a pas de recommandation spécifique, inutile ou rien. Nous sommes... Avec ce neuron, on entre dans un nouvel monde. C'est dans une des panels. Ce matin, la gestion des risques, c'est le point clé à retenir. Tous les politiques bougent envers ceci. Ça dépend de l'environnement, des progrès sociaux, l'assurance, le commerce autour, et toutes sortes de problèmes au niveau social. La gestion des risques, ça a créé augmentation des tarifs, par exemple, ou crise économique. Donc c'est lié avec les institutions. Le fait d'avoir une vision systématique et une approche préventative envers tous ces risques. Merci beaucoup. La même question, la même recommandation. Monsieur Sylvain. Comme conseiller, pour la dernière décennie, une chose que j'ai appris, c'est que quand vous traitez un sujet comme analyste, nous identifions, on identifie les problèmes, les questions, on essaie de proposer des remèdes. Quelquefois, le risque est plus long terme. Quand il s'agit de démographique, est-ce que parler de lire, les effets ne sont pas clairs. C'est important de mettre des stratégies en place au niveau de l'IA avec le presse et les conclusions. Et on parle de remplacement apocalypse. Je m'en doute. Le gouvernement, un individu, peut tomber en paralysis de peur. Au lieu d'être proactif, afin de trouver les sondages qu'on a fait, il faut chercher une nouvelle stratégie. Ça nous a donné un niveau de confort
Parce qu'en général, la majorité des gens des gens dans le sondage avaient la confiance en étant proactif. Il faut plus de guidance. Et le gouvernement peut aider en le fournissant. Et le proactif, c'est une meilleure stratégie. On va parler brièvement. Il y a un mouvement vers une autonomisation, surtout pour les pays en développement, diversification. Je pense qu'il donne les résultats. Diversification et complexité. C'est l'autosuffisance. Notre carrière à Cuba serait les pays plus forts sur le planète parce qu'ils sont clôturés au reste du monde, surtout Corée du Nord, un peu moins Cuba. La diversification en forme de connaissances et parcours de développement économique sont très importants, deviennent de plus en plus importants dans le climat géopolitique où on est maintenant. Les efforts devraient être faits. Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Monsieur Yezal, deux questions de l'audience. On va bouger le micro à notre audience si vous avez des questions pour les experts. Est-ce que vous m'entendez? Je travaille sur le GKI aussi, indice de connaissances globales. Une des transformations dans les recherches académiques, ce sont sur réduction de croissance. Beaucoup de choses que nous faisons en production de connaissances, c'est sur les paradigmes de connaissances pour ajouter les montants de données. Est-ce qu'il y a une transformation fondamentale en théorie économique, politique économique? Comment ça fait face à la durabilité et la question écologique? Je vais terminer, Sylvain, au niveau économique, au niveau d'écologie, qui va gagner à la fin? Je vais parler de la première partie. Ça va créer, après ça va préparer pour vous prendre la parole. Ça a été une question pour longtemps. Simon Kuznets, qui a conçu une compte nationale dans les États-Unis, nous a avertis par une comité en 1938 que ce qu'il a créé, c'était pour mesurer les activités économiques. Ce n'était pas un indicateur de bien-être économique. Pour une raison autre, à travers le temps, les hommes politiques ont capturé le produit intérieur brut comme mesure de bien-être économique et de croissance désirable. La manière désirable de croissance, n'importe quoi le coût. Mais il y a eu des débats à propos à travers les décennies, les années 60, d'ailleurs plus récemment avec Stiglitz et d'autres. Quand j'étais au CDE, on a fait un rapport dans les années l'an 2000. On a revu toutes ces idées. On a créé un cadre qui était au-delà du produit intérieur brut dans les jours précoces. Mais on était au courant de ceci. Ça a créé beaucoup de débats à l'intérieur de l'OSCE. Beaucoup de collègues n'étaient pas heureux, n'étaient pas confortables avec cette approche. On a senti que, surtout dans ces cercles, c'est quoi le produit intérieur brut? Mesure d'économie, comme il nous a dit. C'est un tornado. Il y avait la guerre, la destruction. Pour rebâtir
Et pour augmenter le GDP, ce sont des activités binaires serait négatif. C'est quelque chose qui est très important pour garder à l'esprit et pour amener dans notre discours à travers l'été. On a abordé ceci. Nous sommes au courant de cette question. C'était capturé plutôt dans les autres disciplines, plutôt dans l'indice. Et on n'a pas. Nous sommes courants dans l'économie. On essaie de capturer plutôt la valeur de toutes les conditions qui ont été créées, l'approvisionnement de connaissances qui a été créé pour que le sous-indice essaie de capturer les valeurs de ces choses. Mais en même temps, oui, nous sommes au courant à propos. Je ne suis pas une personne. Je ne pouvais pas concevoir un monde et je plaidoie pour croissance différente où tout le monde voit des défis. Moi, je vois des opportunités. On a des outils. Je crois profondément que on a des outils financiers. Et on a seulement besoin de liens de gouvernance et clés dans le financement. Pourquoi je prends ces questions avec mon aspect qui concentre sur les changements climatiques. Et Kuznets, c'est lui qui travaille pour l'environnement. Je crois, non, c'est juste une coïncidence. Ça démontre si vous pouvez avoir une réduction d'émissions et augmentation du produit intérieur brut par capita. Il y a plusieurs pays où c'est le cas. Je pense que la croissance a été liée avec le climat. Oui, en collaboration à la base pour les pays de Golfe. Je peux te regarder quand j'étais en Arabie Saoudite afin de les implications. Ça dépend de l'étape de développement. Évidemment, pour les pays développés, privés, entre énergie et ratio est pire que et moins que pour les pays de Golfe. Il faut créer des infrastructures, il faut beaucoup de construction, il y a gasoline, un peu de pétrole pour les camions à bouger, donc le diagramme est différent. Daniel, il a exprimé un point de vue de croissance. Il s'agit de la qualité de croissance. Si c'est ça que je voulais dire. Donc, il y a une dichotomie entre pas de croissance et entre croissance petite. Vous ne pouvez pas aller à un des pays moins développés, per capita produit intérieur brut de 1200 par dollar, et vous dire que la croissance est mauvaise. Ce serait une idée ridicule, ce serait une chose très ridicule à dire. Il s'agit des qualités de croissance. Une chose qu'on doit dire dans le sous-indice, une mesure d'inégalité. Ça retourne aux diversification contre concentration et résilience. Si on augmente en inégalité, ce qu'on a vu dans les États-Unis, décroissance non, mais qualité oui. Nous terminons notre session. Merci encore une fois aux organisateurs, surtout M. Nézar. Il était fantastique, jour et nuit. Merci beaucoup tout le monde.